Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 13 août et nous allons évidemment débriefer la Supercoupe de l'UEFA en guise d'ouverture du journal du jour, une Supercoupe qui est synonyme de titre supplémentaire pour le Paris Saint-Germain. Ça n'a pas été un match facile, mais ça a été un match très intéressant et c'est encore synonyme d'une victoire pour les Parisiens qui définitivement ne sont pas repus de succès et qui vont continuer à gagner encore et encore tant qu'ils le peuvent. On parlera également de Vlahovic. J'ai fait une news sur le fait que tout le monde s'en foutait, et bien c'est bon, il a enfin trouvé sa destination. On parlera de Xavi qui devient le nouveau sélectionneur des Pays-Bas à la surprise générale alors qu'on annonçait Roberto Martinez. Je pense qu'en fait les Pays-Bas ils ont vu la news Roberto Martinez sortir et se sont dit mon Dieu, il faut pas qu'on puisse croire ça sur nous, il faut pas qu'on puisse croire qu'on va prendre ce mec, et ils ont signé le premier venu. Je déconne, mais franchement, on va y revenir. On parlera également de Rouli, le gardien de l'Olympique de Marseille qui passe du côté de Manchester City. Et on terminera avec un sujet concernant la Bundesliga et le fameux 50+1 que vous connaissez si vous suivez un petit peu les questions de supporterisme. Mais sinon, vous inquiétez pas, on va expliquer tout ça et vous verrez pourquoi c'est dans l'actualité. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. La dictature du Paris Saint-Germain sur les titres européens, il faut en parler, il faut pas banaliser ça parce que c'est tout simplement hallucinant de voir ce que Luis Enrique est en train de faire avec son équipe, et personnellement je suis très content parce que dans les compositions attendues qui étaient annoncées pour ce match, on avait une équipe bis qui ressemblait un petit peu au match de préparation, et là non, Luis Enrique a fait le choix d'aligner une équipe qui est pas loin de celle qu'on pourrait avoir titulaire au cours de cette saison. On avait tout de même Ousmane Dembélé sur le banc, mais à part ça, il y a beaucoup de joueurs qui rentraient de vacances et qui ont quand même été alignés, la preuve que Paris voulait tout faire pour aller chercher ce titre. Alors évidemment, la forme de certains Parisiens n'était pas optimale, c'est un match où le PSG a souffert, mais à la fin, ça fait 2-1, félicitations aux Parisiens. Voici les compos qui étaient alignés pour cette rencontre, et Safonov très important sur ses arrêts. Je trouve que c'est pas anodin, parce qu'on a beaucoup de rumeurs et beaucoup de mouvements du côté des buts du Paris Saint-Germain. On annonce Suzuki qui va arriver, qui va être prêté, bon ben Safonov il répond toujours présent. Match particulièrement intéressant de Zahir Emery, et j'ai envie de dire que Titi est devenu grand, on en a la confirmation, même si la saison passée on était déjà la confirmation à mon goût, mais je trouve qu'il sort un match très intéressant. Il faut également parler de Kvaratskhelia qui avance toujours un peu plus vers son statut de potentiel ballon d'or, et Désiré Doué, c'est marrant parce qu'il était annoncé comme un joueur un peu critiqué au début du match, enfin du moins de ce que j'ai vu. Moi il y a beaucoup de Parisiens qui comprenaient pas pourquoi c'était Akliouche qui avait joué qu'une mi-temps et pas Désiré Doué, sauf que Désiré Doué il te rappelle que sur un bon mouvement son talent peut toujours faire basculer une rencontre, et en termes de positionnement, Akliouche a été indiqué sur la compo que vous voyez comme étant axial, mais en réalité il était plutôt à droite, et Doué il a débuté dans l'axe puis il s'est excentré, et Dembélé est rentré pour la seconde mi-temps. En face, j'ai envie de parler de Madjo qui est un joueur de seulement 17 ans qui a mené la vie dure aux Parisiens, notamment Pacho et Marquinhos qui ont dû affronter un très très jeune attaquant. Aston Villa bricolé un petit peu en fait, mais un très jeune attaquant qui s'est particulièrement fait remarquer, et de manière générale, le Paris Saint-Germain a souffert, hein. Si on regarde les statistiques en termes de tirs, il y en a plus pour Aston Villa. On a le journal de l'équipe qui nous annonce 1,03 expected goals pour le PSG, 2,13 pour Villa, mais c'est ce que j'aime bien avec ce Paris Saint-Germain, c'est que c'est une équipe qui ne panique pas, qui est sûre de son football. Et à une époque, le PSG, on disait que son principal ennemi c'était lui-même, que c'était une équipe qui avait une capacité à se saborder. C'est désormais un temps bien bien lointain, et aujourd'hui c'est l'extrême inverse. Même en difficulté, même quand il n'est pas au top de sa forme, même quand le match prend une tournure délicate, ce Paris Saint-Germain il reste droit dans ses bottes. Donc franchement, équipe extraordinaire, bravo. Personne ne voulait de Vlahovic, et du coup il atterrit en Turquie, ou plus précisément Vlahovic il devait bien intéresser des clubs, mais il exigeait un tel salaire que les seuls qui ont pu s'aligner là-dessus ce sont les clubs turcs et le Beşiktaş. Alors faut pas le dire trop fort, hein, sinon les Turcs qui se prennent pour la première ligue vont venir m'insulter en mode meute enragée, mais si j'arrête un petit peu de vanner, faut quand même dire que le Beşiktaş fait un gros mercato, et que de manière générale, toute la Super League turque est en train d'impressionner l'Europe au cours de cet été. Ils font venir Vlahovic, ils ont fait venir Greenwood, il y a eu Lukaku, il y a Trossard aussi, j'en oublie plein d'autres. Alors je suis curieux de voir ce que ça va donner sur la durée. Tous ne sont peut-être pas capables de s'inscrire de manière extrêmement professionnelle comme
comme Osimhen par exemple, qui est vraiment un excellent exemple de recrutement, mais en tout cas il faut le dire, il y a des noms qui claquent, même si pour certains ça ressemble un peu à une maison de pré-retraite. Concernant Vlahovic plus précisément, je trouve que la déchéance de joueur est quand même terrible, hein, parce que j'ai beau dire du bien du mercato de la Super League, on va pas se mentir, c'est pas un des 4 grands championnats, et oui j'exclus la France, hein, parce que la Ligue 1 n'est pas un des grands championnats non plus, c'est pas un top club le Beşiktaş, c'est pas l'Atlético Madrid, c'est pas Manchester City, c'est pas le Bayern Munich, et Vlahovic, faut quand même se rendre compte qu'il y a quelque temps, il était promis à ce genre de club, mais ça a été très compliqué du côté de la Juventus. Son niveau cette saison a été famélique, il n'y a pas d'autre terme. Alors évidemment, du haut de ses 26 ans, il a toujours du talent, il peut toujours retrouver son niveau, mais il va falloir qu'il cravache pour ça. Il en est aujourd'hui très très loin, donc recrue intéressante du Beşiktaş, mais un joueur qui a l'air très très motivé par la perspective de choper un gros contrat, plus que choisir une destination sportive intéressante pour sa carrière. Xavi, il est claqué au sol ou il est bon? J'ai du mal à connaître un petit peu l'opinion des gens sur cet entraîneur, donc n'hésitez pas à me le donner en commentaire, mais en tout cas une chose est sûre, on va en avoir le cœur net en tant que sélectionneur puisqu'il débarque sur le banc des Pays-Bas, et les Pays-Bas, en fait pour y aller, faut être passé par le Barça. Auparavant c'était Koeman est parti du Barça, c'est Xavi qui a pris sa suite, Koeman part des Pays-Bas, c'est Xavi qui prend sa suite sur le banc néerlandais. Selon toute logique, c'est Hansi Flick qui devrait prendre la suite de Xavi après l'Euro 2028. En tout cas, c'est un sélectionneur de plus qui est un des grands noms du football. Alors, je le compare pas aux noms que je vais citer, mais on a Ancelotti au Brésil, on a Zidane avec la France, on a Jürgen Klopp avec l'Allemagne, on a désormais Xavi avec les Pays-Bas. Ça fait quand même pas mal de noms prestigieux, même si, je le redis, je remets pas Xavi au même niveau. Et les Pays-Bas, c'est quand même un challenge intéressant pour voir de quel bois ils chauffent. Parce que oui, la sélection néerlandaise est peut-être pas au top de son histoire, mais quand on regarde les talents qu'ils ont, c'est juste hallucinant. Ils ont beaucoup de joueurs de qualité, et en plus des jeunes joueurs qui seront à leur prime d'ici très peu de temps. Et faut quand même se rendre compte qu'on parle d'un pays qui a grosso modo 18 millions d'habitants. Réussir à sortir autant de joueurs de qualité quand à seulement 18 millions d'habitants, c'est dire à quel point ça fonctionne bien en termes de détection des talents, en termes d'infrastructures sportives, du fait de mettre les jeunes au sport, et t'as une grosse culture foot. Donc bonne chance à Xavi, ça va peut-être aider les gens un petit peu à se faire un avis définitif sur ses compétences en tant qu'entraîneur, parce que pour le moment, ce qu'on retient, c'est surtout que du côté du Barça, ça tourne mieux sous Hansi Flick. Passer de l'OM à Manchester City, c'est déjà surprenant, mais alors en plus, quand tu es un joueur marseillais qui est extrêmement critiqué, c'est une dinguerie. C'est pourtant ce qu'est en train de faire Rulli, qui signe officiellement à Man City, et j'ai envie de dire que lui, il fait l'affaire du siècle. Je sais pas si on réalise à quel point le mec est en train de vivre sa meilleure vie. On parle d'un gardien de 34 ans, qui a déjà fait le gros de sa carrière, qui a pu forcément matière à rêver de révolutionner le football. La majorité de son temps sur les terrains est derrière lui, et il signe à City. Il est second gardien, il va quand même jouer, il va être en première ligue, c'est hyper kiffant, mais en même temps il n'a pas une pression comme s'il était numéro 1. Il a déjà été à Manchester City dans le passé, même si vous le voyez, il a jamais porté le maillot de l'équipe, et là il va tranquillement kiffer en prenant un gros chèque. Donc franchement bravo à Rulli, il a négocié ça comme un roi. Du côté de Marseille, on n'a pas vraiment un gros chèque parce qu'on parle d'un transfert de seulement 3,5 millions d'euros. En même temps, c'est un contrat de gardien qu'à un certain âge, ça allait pas être acheté pour 20 millions d'euros, il faut pas rêver. Mais chaque million compte du côté de Marseille, et puis surtout, ça te fait l'économie d'un gros salaire. Un joueur qui a connu plusieurs vies du côté de Marseille, parfois encensé, parfois extrêmement critiqué, mais moi je reste sur le même constat. Je suis curieux de voir ce à quoi ressemblera l'Olympique de Marseille à la fin du mercato, parce que ça bouge beaucoup, même si Rulli, pour le coup, c'était assez attendu, on savait qu'il allait aller du côté de Manchester City. Alors qu'en France, tous nos clubs sont en train de devenir des succursales pour des projets footballistiques monstrueux qui prennent nos clubs de Ligue 1 pour des centres de post-formation, du côté de l'Allemagne, on respecte un petit peu l'indépendance des clubs et on cherche à renforcer la règle du 50+1. Alors si vous ne savez pas ce qu'est la règle du 50+1, que la Ligue allemande est actuellement en train de tester juridiquement pour la renforcer, c'est tout simplement une règle qui prévoit que la majorité des droits de vote des clubs est
pour les supporters, et ça rend le football un petit peu plus populaire. C'est pas pour rien qu'en Allemagne, les gens vont dans les stades, sont extrêmement impliqués dans leur club, c'est parce qu'ils ont un rôle réel. Alors attention, tout n'est pas parfait non plus. Si on parle du RB Leipzig par exemple, vous vous doutez bien que le projet de Red Bull, c'est bel et bien d'avoir un club qui là aussi, comme ce qu'on voit en France, est membre d'une galaxie bien plus large. Mais au moins Red Bull, c'est leur projet phare qu'en Allemagne, c'est pas une simple succursale secondaire. Et Red Bull, ils ont pas envie de donner le pouvoir aux supporters, donc ils ont contourné ça de manière plus ou moins habile, plus ou moins grossière, plus ou moins remarquée, plus ou moins critiquée. C'est pas pour rien qu'on qualifie parfois Leipzig de plastic club du côté de l'Allemagne. Mais en attendant, il faut quand même avouer que c'est assez intéressant de voir ça du côté de la Bundesliga. C'est quand même assez intéressant de voir que ça reste un moyen de protéger la majorité des clubs contre des États, contre des groupes qui feraient simplement du club une simple succursale, genre Strasbourg avec Bluco et Chelsea. Donc franchement, respect au football allemand, hein. On se moque de leurs attaquants qui marquent 4000 fois plus de buts là-bas que dans d'autres championnats, on se moque de leurs défenses qui sont parfois friables, mais en attendant en Allemagne les stades sont pleins, en attendant en Allemagne les supporters sont heureux, en attendant en Allemagne ça joue du beau jeu. Au lieu de s'en moquer, en France on ferait bien de s'en inspirer, vraiment. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, je pense que je vais vous faire un format long sur le match que j'ai très rapidement évoqué ici, ou alors je vais parler de Bradley Barcola. Oui, je suis désolé, ça va être 100% parisien, mais pour me rattraper demain, ce sera un sujet Première Ligue, vous verrez lequel. Mais en tout cas, c'est le sujet qui m'inspire le plus pour aujourd'hui, donc je vous donne rendez-vous si ça vous intéresse aux alentours de 17h. Qui fait bien votre journée, salut.